Bon, bonjour à tous, vous m'entendez? Ça marche? Ça marche, ok. Désolé, on est un peu trop tard. Alors, c'est probablement la session la plus compliquée. Je vais essayer de pas trop vous endormir et essayer de pas trop vous endormir non plus. Ce que je vais essayer de faire, c'est de brosser un panorama, donc problématiser autour des atouts et des désavantages de la France et de l'Europe pour gagner, ou gagner, je ne sais pas, en tout cas bien se positionner dans cette course à l'intelligence artificielle. J'ai combien de temps, Thierry? 14 heures. On va faire vite. Alors, je pense, et vous l'avez vu pour ceux qui ont participé à cette journée et demie de débat, on a la chance dans notre pays, au travers de notre continent, de bénéficier des fruits d'une excellence scientifique qui ne date pas d'hier. Donc on n'a pas, en matière d'intelligence artificielle, de problème à proprement parler scientifique. On a plein de problèmes, évidemment, on n'est pas forcément à la pointe de toutes les branches de l'apprentissage par renforcement mélangé à l'apprentissage machine profond, mélangé au Generative Adversarial Networks. Mais si on n'y est pas, en tout cas, on n'en est pas loin. Et on a tout ce qu'il faut dans nos universités pour bien faire ça. On manque d'interdisciplinarité, d'accord. On n'est pas forcément bien intégré du business jusqu'à l'établissement des priorités de recherche. Au contraire, les Américains, d'accord. Mais quand même, on bénéficie, et on va continuer à bénéficier, des fruits de notre excellence scientifique. En Europe, c'est un petit peu la même chose, mais par rapport au duopole, aux mastodontes chinois et américains, ce dont on manque sur cette question-là de l'excellence scientifique probablement en Europe, c'est d'une bonne intégration entre la base industrielle de défense et de sécurité et le milieu de la recherche. Je prends un exemple. Aux États-Unis, un des vecteurs, une des courroies d'accélération et de transmission de la recherche on va dire fondamentale vers des applications industrielle, vous la connaissez, c'est la fameuse DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, qui a fait émerger la plupart des grandes révolutions technoscientifiques qui irriguent les bases industrielles américaines et puis aussi européennes, Internet, GPS, voitures sans pilote et compagnie. Le succès de la DARPA, le cocktail qui fonde le succès de la DARPA, dont André Lostocruc-Pietri a parlé un petit peu, je pense, hier, c'est un cocktail qui vise justement à créer un écosystème qui intègre la base industrielle et les écosystèmes de recherche et d'innovation, autour d'un axe qui est très ouvert aux subventions publiques, qui est l'axe de la défense nationale, de la sécurité nationale, pour lequel il n'y a pas de contrainte en matière de subventions publiques. On n'a pas ça en Europe, on n'a pas de bonne intégration de notre base industrielle de sécurité et de défense avec le milieu académique au niveau continental qui permettent de faire jouer les économies d'échelle. Ça, c'est un problème. En Europe et en France, surtout, on a un gros atout qui est qu'on est un paradis pour les entrepreneurs. On se figure toujours, moi qui connais bien les États-Unis, je dirige un institut de recherche, donc de Future Society, on est spécialisé sur les questions d'impact et de gouvernance, de l'IA et des technologies émergentes. On vient des États-Unis à la base, donc on est un peu partout maintenant. Quand je dis qu'on est un paradis pour entrepreneurs, on a un système très généreux de subventions et de sécurité sociale qui permet à des jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat avec beaucoup moins de risques que ce serait le cas aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, quand vous quittez votre emploi, vous perdez votre assurance maladie. Lancez-vous à l'assaut d'un projet entrepreneurial sans assurance maladie, vous allez voir. Il y a en France un système de rupture conventionnelle qui permet à des jeunes de quitter leur emploi, de porter leur bénéfice chômage et de continuer. Et donc on arrive à faire beaucoup de choses et ça se passe plutôt bien. On a plein d'entrepreneurs, on a plein d'innovateurs, on a des écosystèmes d'innovation qui ne sont pas mauvais, qui sont même... On arrive à produire de la start-up, ça marche plutôt bien. On a aussi un écosystème, et ça c'est moins intense en Allemagne par exemple, c'est tout aussi intense en Europe scandinave, mais disons qu'à travers le continent, on a quand même des standards en matière de sécurité sociale qui créent des filets de sécurité pour permettre à des jeunes, et puis aussi des moins jeunes, allez quitter votre boulot quand vous avez 55 ans aux États-Unis, un mortgage, c'est-à-dire un prêt immobilier, et perdre votre assurance maladie, et celle de vos enfants, c'est un gros risque. L'épée de Damoclès, l'échec de l'entrepreneur, puis une entreprise qui démarre, c'est 90% de chances d'échec quand même. Les chances de succès de l'entrepreneur sont très faibles. Donc, ce paradis de l'entrepreneur, c'est le cas pour la France, un peu moins le cas pour d'autres pays d'Europe, mais en général,
à travers notre continent, de ce point de vue-là, ça se passe plutôt bien. On a aussi, dans la création de cette chaîne de valeur, de cette base industrielle de l'IA, on a, j'ai envie de dire, une industrie, en tout cas une pratique du capital risque, qui marche pas si mal. On a du capital risque, on arrive à mobiliser une bonne association d'ailleurs entre le public et le privé. Dans le cas de la France, c'est les partenariats entre la banque, la BPI et des fonds d'investissement. On arrive à faire décoller des projets, on arrive à les faire, à faire ce qu'on appelle du seed. Ça se passe plutôt bien, ça marche plutôt bien, les chiffres sont plutôt encourageants, et on arrive à, en gros, sortir de la start-up qui intègre des compétences en matière scientifique appliquées au machine learning et faire des choses intéressantes. Il y en a plein. Ça se passe plutôt bien. Par contre, notre gros problème, on en a parlé ce matin, et puis on en parle, je pense, c'est un des fils conducteurs, j'étais pas là hier, mais de ce que j'ai entendu, ce qui m'a été rapporté d'hier, c'est un problème qui est évidemment industriel. Et quand on jette ce concept sur la table, eh bien, il y a des implications. Industriel, c'est une problématique d'échelle, à tout point de vue. Échelle de marché, échelle de capitalisation, échelle de culture. Et le gros défaut et la grande problématique, la grande faiblesse de la France et de l'Europe en matière d'IA, c'est son retard industriel. Nous n'avons pas su prendre le virage de l'économie digitale. L'IA tombe pas du ciel. L'IA, telle que se décline, telle qu'elle percole dans nos sociétés, elle ne tombe pas du ciel, elle s'incarne, elle se décline dans le cadre de l'économie numérique. Et l'économie numérique, c'est quoi, moderne? C'est avant tout l'économie des plateformes, la compréhension, la traduction business des économies d'échelle et des effets de réseau. Avant tout, c'est ça. Il n'y a pas d'économie de la data s'il n'y a pas d'économie de plateforme. Les plateformes, les réseaux sociaux, vos Facebook, vos Amazon, enfin les fameux GAFAMI et les BATX, c'est avant tout des industriels qui savent se constituer en plateforme, en gros de training, d'échange de la donnée pour créer de la valeur. On n'a pas su prendre ce virage pour plein de raisons. Et donc, on souffre d'un grand retard industriel en matière de digital. On s'imagine qu'on pourrait jouer à saute-mouton par rapport à ce retard-là. Pourquoi pas dans certaines applications, mais dans la mesure où ce sont les effets de réseau, les économies d'échelle qui dominent, on va avoir un petit peu de mal quand même à se passer d'un effet de rattrapage. Ce retard industriel, cette faiblesse industrielle, de mon point de vue, quand on analyse un petit peu ce qui s'est passé depuis les 15 ou les 20 dernières années, il est, je pense, avant tout capitalistique. Il n'est pas que capitalistique, mais il est avant tout capitalistique. On n'a pas su, on n'a pas vu même, dans les 20 dernières années, une exit, c'est-à-dire une stratégie de sortie d'investisseurs, vous faites du capital risque. Vous mettez 5 millions sur la table pour accompagner l'investisseur, vous prenez le gros risque. Le retour sur investissement, qui est légitime, il doit vous permettre de sortir avec, si ça se passe bien, de gros gains. Et donc c'est ça qu'on appelle une exit, c'est le fait de désinvestir à profit, sortir. Et la chaîne d'investissement, elle mène logiquement jusqu'à la bourse, une exit boursière. On introduit son titre en bourse et pour lever des capitaux. L'introduction boursière, elle vise à lever plus de capital. On n'a pas vu depuis 20 ans une seule grosse entreprise qui atteint le niveau industriel, et le passage vers le boursier, c'est la capacité à capitaliser pour industrialiser un modèle, à passer d'un petit produit qui marche dans un coin à un modèle industriel, qui crée certes des inégalités, mais qui crée aussi de la puissance et industrielle. Et ça, on n'a pas vu, on n'a pas su, par manque d'intégration, on n'a pas d'union bancaire en Europe. On se fonde et on se trompe sur le niveau réel d'intégration de notre marché. On se pense comme un marché unique, intégré de 500 millions de consommateurs. C'est faux, on se trompe, ce n'est pas du tout le cas, et notamment dans le digital. Ce n'est pas le cas en matière capitalistique, ce n'est pas le cas en matière de standards. On n'a pas de CNIL européenne, par exemple. Créer le cadre de la confiance qui nous permettrait, comme on le veut, de faire jouer l'avantage comparatif. Il faudrait qu'on puisse avoir quelque chose d'un peu plus intégré que ce qu'on appelle le groupe de l'article 29. On n'a pas de NIST, je parlais ce matin du NIST, on n'a pas de laboratoire de métrologie, de mesure des effets réels de l'IA des algorithmes dans l'économie qui permettent de créer un terrain de jeu équivalent pour tout le monde. On se figure un effet de levier qui, en fait, n'existe pas beaucoup. Et sans marché capitalistique intégré, on a beaucoup de mal, évidemment, à mobiliser les capitaux nécessaires pour, au-delà de 5, 10, 20, 30, 40 millions d'euros, non, on parle en série D, E, F, avant l'introduction boursière, et jusqu'à l'introduction boursière, il faut être capable, pour se lancer dans la compétition face aux Chinois et aux Américains, de lever
200, 300, 500, 600 millions d'euros. Ça se fait, ça commence à se faire. La Commission européenne en a conscience, les gouvernements en ont conscience, et on commence à essayer de résoudre le problème. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que le problème, il est profond, il est systémique. Pour que ça marche bien, pour qu'on arrive à inventer un Nasdaq, pour être précis, européen, il faudrait à tout le moins que la bourse de Londres, celle de Francfort, celle de Paris et d'autres fusionnent. Ce n'est pas le cas. Il y a des accords, ça avance, mais ce n'est pas le cas. On est loin de la force de frappe capitalistique qui nous permettrait d'avancer sur le plan industriel. Les conclusions, on se fait un petit peu piller quand même. On arrive très bien, on crée des biens publics mondiaux, on crée du talent, on crée des produits, on crée des cultures, mais ils passent à l'échelle ailleurs, pas chez nous. Et les entrepreneurs qui méritent leur retour sur investissement et la prise de risque la reçoivent ailleurs. C'est pareil pour les chercheurs d'excellence. Donc ce problème industriel, il est fondamental, et j'ai malheureusement pas de bonnes nouvelles à vous annoncer parce que je ne vois pas aujourd'hui comment on va s'en sortir autrement que dans le temps long. D'autant que on va sortir d'une période de l'argent pas cher. Les Américains ont créé ce régime des licornes en s'appuyant quand même sur une bulle spéculative qui est le fruit de taux d'intérêt très bas pendant 10 ans. L'argent pas cher, eux, ils en ont fait quelque chose. Nous, on n'a pas su en faire quelque chose. On n'a pas su le canaliser vers la montée en puissance d'une base industrielle du digital fortement capitalisée qui irrigue le monde. C'est pas et malheureusement, je ne vois pas comment on va tout de suite rattraper ça. Donc, il va falloir être humble dans notre quête, être pragmatique. Et quelque part, les Chinois, maintenant, c'est nous. Il faut qu'on parle un petit peu moins, qu'on écoute un peu plus et qu'on soit très, très, très pragmatique, très, très, très réaliste. On ne l'est pas toujours. Et quand je dis réaliste, ça commence par reconnaître à quel point notre marché de 500 millions de consommateurs n'en est pas un. Dire, au bout d'un moment, quand vous allez aux États-Unis, oui, il y a 3 langues. OK. Surtout 2. Oui, il y a l'espagnol, oui, il y a l'anglais. La langue des usages du digital. Mais l'anglais est quand même la langue de l'usage du digital qui est dominante. En Europe, on a combien de langues qui sont des langues d'usage quotidien du digital? Il y en a beaucoup. Ça va freiner évidemment l'adoption. Et je prends l'exemple de la langue parce que c'est le standard par excellence. Si on ne sait pas se comprendre, comment voulez-vous qu'on fasse une transaction? Mais ça irrigue l'ensemble du modèle, l'ensemble de la chaîne de confiance. Et puis il faut le dire aussi, on est comment au niveau du temps? 5 minutes? Il faut le dire aussi, le passage à l'échelle, une chaîne d'innovation et d'entrepreneuriat qui fonctionne bien, c'est avant tout de réussir à faire passer à l'échelle une culture. C'est surtout un problème culturel. Ce qu'a réussi à faire Google, ce qu'a réussi à faire Facebook, ce que font si bien nos entrepreneurs, c'est d'inventer une culture. On surestime le rôle des technologies, le rôle des algorithmes, et on sous-estime l'importance des business models qui sont sous-tendus par une culture. Le passage à l'échelle, l'industrialisation dans le digital et dans l'IA, c'est une industrialisation avant toute chose des cultures. Et dans notre modèle, on est encore enfermé dans un modèle un petit peu du Jurassic Park, où on a des grands dinosaures industriels qui n'ont pas su se digitaliser, qui n'ont pas su se transformer et qui sont finalement assez peu disruptés par ces cultures émergentes, parce qu'à chaque fois qu'elles émergent, qu'elles seront en capacité de venir disrupter ces modèles, quelque part elles partent à l'étranger, à cause du problème capitalistique, et elles partent continuer leur ascension ailleurs. Ou alors elles se font racheter, et quelque part ça annihile le cœur de la proposition de valeur, qui est avant toute chose une proposition de valeur économique, de business, c'est avant tout un modèle de business. Et donc, à chaque fois qu'on a une tête qui sort du lot, eh ben on la coupe en gros. On la coupe soit par défaut parce qu'elle part, soit parce qu'elle est rachetée, et on tue l'essence de la transformation. Pour pas que des mauvaises raisons, parce que la disruption ça fait peur, parce que la disruption c'est douloureux, parce que l'innovation c'est le changement, et le changement, qui en veut, en fait pas beaucoup de monde. On parle tous du changement, en fait, on est quand même assez confortable dans nos systèmes. C'est illégitime? Non, pas forcément. Si je nous projette un petit peu, on a eu le courage, nous Européens, dans la situation d'extrême faiblesse et retard industriel qui est la nôtre, de chercher avant toute chose, alors, ça veut dire qu'on doit rattraper notre priorité, l'urgence pour nous, c'est le rattrapage industriel. Et on a eu le courage, certains disent la folie, moi je veux le prendre par un tour positif, on a eu le courage de poser un cadre légal et opérationnel de la confiance. On fait un pari de long terme, c'est le RGPD, c'est les guidelines de la Commission européenne où on pense qu'à long terme, soit le modèle industriel il fonde son fonctionnement autour des principes de confiance et de responsabilité. On sait créer une chaîne de valeur de la confiance et de la responsabilité au travers de l'explicabilité, au travers de la responsabilité des traitements algorithmiques, au travers de la transparence, de la traçabilité des données. C'est
un pari fou, fantastique, qui est du long terme et qui vise à dire, et je ne pense pas que ce soit complètement faux, que oui, si on veut demain que l'IA soit déployée et que les traitements algorithmiques de masse soient déployés massivement dans la lutte contre le cancer, c'est quand même un domaine sensible, dans la génomique, soit on crée le cadre de confiance, soit il ne faudra pas s'étonner qu'au bout d'un moment, les consommateurs citoyens se détournent de l'usage. Et donc le cadre de confiance, il vise à accélérer, avec un effet de décollage qui va être un peu plus long qu'ailleurs, mais à accélérer en fin de compte la capacité à déployer des solutions sur des applications très sensibles, très critiques. Par exemple, la santé. Je trouve très cohérent qu'avec le RGPD en place, la France ait par exemple décidé de faire de la santé, à côté de l'environnement, du transport et de la défense, une des grandes priorités de notre stratégie. Il faut être cohérent. À partir du moment où on s'impose des contraintes énormes en matière de confiance, eh bien, allons chercher les applications qui sont les plus gourmandes en matière de confiance. De ce point de vue-là, je pense qu'on est cohérent. Il va falloir continuer, mais le RGPD ne suffit pas et ne se suffit pas à lui-même. Une industrie du digital et de l'IA centrée sur la confiance et la responsabilité doivent être le fruit d'une vraie politique industrielle de la confiance et de la sécurité. Je prenais l'exemple tout à l'heure justement des laboratoires de métrologie. Cette chaîne de confiance est une vraie chaîne. C'est-à-dire qu'il faut avoir des tiers de confiance qui soient capables de mesurer, d'évaluer. Et cette mesure et cette évaluation, comme le LNA par exemple en France, elle n'a pas en Europe la taille critique. Les modèles de confiance, typiquement les modèles d'étalonnage qui permettent aux différents acteurs sur le marché de se rendre compte si oui ou non la performance qui est vendue sur le papier est au rendez-vous, ces modèles d'étalonnage, typiquement, qui sont un point, c'est mineur, mais c'est crucial dans la chaîne de confiance digitale et du traitement algorithmique, ces modèles d'étalonnage, bon, ils ne sont pas inventés en France. Le LNA, il n'est pas à la pointe des modèles d'étalonnage, des GAN et du deep learning. Pas encore, on se le souhaite, il faut avancer. Et ce n'est pas au niveau du LNA que ça va se faire. Ça devrait se faire au niveau européen encore. Il y a un côté masse critique. Donc cette somme de fragmentation, d'éléments de fragmentation, cette réalité balkanique encore aujourd'hui de l'écosystème du digital et des traitements algorithmiques en Europe font qu'il faut être pragmatique, réaliste et se lancer à l'assaut de notre rattrapage avec humilité et accepter quelque part que les Américains vont encore, et peut-être demain les Chinois, je ne vais pas nous coloniser si on échoue, en tout cas nous dominer dans le domaine. Par contre, si on c'est pragmatique et si on sait être réaliste, on a beaucoup de choses à faire pour faire bourgeonner cette excellence académique, ce dynamisme des écosystèmes de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et quand même, on a un patrimoine, on a un savoir-faire industriel qui nous permettra, je vous donne un exemple, la culture de la sécurité industrielle, la culture de la safety en anglais, dans les transports en général, dans les applications critiques en général, on l'a. On l'a tellement qu'au contraire des Américains qui acceptent de mettre des voitures sans pilote sur la route sans qu'on ait de standards établis, nous on s'interdit un petit peu tout. Il faut qu'on les relâche un petit peu, ces contraintes peut-être, sans complètement les relâcher. Je pense que le cas horrible de la voiture sans pilote de Uber, je crois dans l'Arizona, qui a tué une passante qui était sur son vélo, n'aurait jamais pu arriver en Europe. Et c'est une bonne chose aussi. Une chose que dans notre culture industrielle, sur les applications critiques, où il y a de la robustesse au départ, on ne fait pas n'importe quoi non plus, et je pense que ce patrimoine paiera à long terme. Mais pour qu'il paie à long terme, il faut qu'on se lance à l'assaut de la révolution maintenant. Je vous remercie. Oui. Je vais être assez polarisant, provoquant, mais c'est un exercice. Quand je vois une entreprise brillante, stratégique, comme Orange, qui est au cœur de son activité un opérateur télécom, qui essaie d'expliquer à l'économie française depuis 10 ans qu'il va être le fournisseur des services numériques de demain, et aujourd'hui d'une banque. J'ai envie de leur dire, arrêtez, concentrez-vous sur l'essentiel. Et je prends ce cas parce que c'est un cas d'espèce.
il ne vous aura pas échappé que dans les réseaux de télécom, on a une révolution qu'on est en train là de prendre en pleine figure. C'est la révolution de la 5G. On est pris en sandwich entre les Américains et les Chinois. On a vraiment besoin d'un opérateur qui sache faire les bons choix et qui pose les bases d'une forme de reconquête industrielle. On a eu Alcatel, il fut un temps. La stratégie fabless industrielle extraordinaire d'Alcatel nous a complètement mis à nu et à genoux. On est maintenant à genoux, on a la tête sur le bio en matière de 5G. Et bien ces dinosaures-là, ils doivent aussi, c'est pareil pour les Veolia, c'est des gens qui maîtrisent très très bien leur métier, qui ont un patrimoine industriel, une connaissance de leur métier qui est un vrai patrimoine, qui est un vrai actif. Mon impression, c'est qu'ils devraient vraiment se reconcentrer et se concentrer sur le cœur de leur métier. Dans le cadre de la 5G, c'est évident, vous avez compris pourquoi, mais je pense aussi que dans les réseaux d'adduction d'eau, par exemple, d'adduction générale d'énergie, il faut qu'ils enrichissent leur activité des traitements massifs de données, mais je suis assez sceptique à l'échelle du fait du manque de criticité du marché français, et même européen à certains égards, des stratégies tous azimuts de diversification. On a eu Jean-Marie Messier, il a essayé de faire le Google européen avec Vivendi, ça a échoué. Maintenant, il faut être réaliste et pragmatique. Voilà. Donc les dinosaures, on en a besoin, mais sur leur métier, qui se rajeunissent, qui muent, qui changent de peau, sur leur métier. Et dans la 5G, on va en avoir grandement besoin. Parce qu'il y a 25 opérateurs en Europe, bon, peut-être un peu trop, quoi. Donc il va y avoir des mouvements, il va y avoir des consolidations. Si on dépense notre argent à aller faire des banques et autres, pourquoi pas? Mais on a surtout de grosses opérations capitalistiques à mener, et il va falloir bien les mener. Et puis il ne vous aura pas échappé qu'on manque légèrement de manœuvre budgétaire.